Walfadjri. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau Madame Fatimé Raymond Abré. Elle est épouse du président Hissène Habré. Bonjour et bienvenue, Madame Abré. Salam alaikum et merci de l'invitation, Ndeye Fatou. Merci. Oui, alors salam alaikum, ça prouve que maintenant vous parlez le Wolof. Ben non, je ne parle pas encore Wolof parce que vraiment j'ai tout fait pour apprendre le Wolof. Tout fait, billahi les Et vraiment, j'ai tout fait. Croyez-moi que ça m'aurait beaucoup aidé. Et comme les Sénégalais, ils sont très très forts en langue, je crois que tout le monde est fort en langue. Et le Wolof est une langue difficile, j'apprends. J'ai fait toutes les techniques possibles, les professeurs, les ceci, s'ils me voient, ils le savent. Donc j'ai fait, alors ça marche bien, pendant un moment je maîtrise tout, je commence et puis après les 1001 problèmes font que j'oublie encore tout et c'est un éternel recommencement. Mais vraiment c'est quelque chose que vraiment que je souhaite vraiment acquérir et pour pouvoir vraiment d'ailleurs m'exprimer, Inch'Allah, avec vous. Comme ça, on va vous recevoir dans d'autres émissions. Ah oui, absolument, vraiment. Ce serait avec un grand plaisir. Et croyez-moi, je m'y attelle. Le jour où on aura un peu moins de problèmes, peut-être que ça va rester dans la tête. D'accord, donc on aura l'occasion de faire d'autres émissions. Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, très rapidement, Fatimé Raymond Abré, vous êtes juriste de formation. Depuis l'arrestation du président Hissène Habré, vous êtes coordonnatrice du pôle de défense et communication en charge de cette affaire et puis mère de 6 enfants. Vous êtes écrivaine et auteure du livre Afrique debout. Est-ce l'essentiel pour vous introduire? Oui, c'est déjà beaucoup. Merci, c'est déjà beaucoup effectivement. Je suis, depuis l'arrestation du président, effectivement, on a vu que vraiment nous étions dans une espèce de spirale et armes inégales et face à tout ce qui était mobilisé contre nous et que les avocats, c'était pas suffisant. Il fallait vraiment que moi-même je descende dans cette arène-là pour aussi leur apporter un peu de soutien. Oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette arène? Après la descente, dans cette arène, elle est féroce, elle est féroce, elle est inhumaine et je ne reconnais pas des Africains faisant des choses pareilles. Oui, c'est beaucoup de déception. Ce qui fait que bien que je m'intéresse beaucoup à la politique et que je la commente à travers mes chroniques et dans ces livres, ça ne m'attire pas du tout de faire de la politique si c'est pour la faire comme ça. En tant qu'ancienne épouse d'un président? Oui, tout à fait. Vous avez côtoyé de près là? Avec le président Hissène Habré? Oui, tout à fait. Même, elle devrait vous séduire? Non, pas forcément. Donc je veux dire, effectivement, dans le cadre de l'exercice du pouvoir, et puis aussi dans le cadre aujourd'hui, ça fait 29 ans qu'on est au Sénégal, et dans le cadre de cette affaire que j'ai vue, et donc, bien sûr, ça me passionne la politique, mais seulement en tant qu'observatrice, analyste des faits politiques, comme je le fais parfois dans mes chroniques quand j'ai un peu de temps. Oui, dans voilà, mais vraiment, faire de la politique, bien sûr, beaucoup de gens dans mon entourage, quand on discute même, ne croient pas. Ils disent, non, madame, vous êtes intéressée vraiment par la politique. Je dis non, pas du tout. Pas pour la faire en tout cas. Donc vous n'allez jamais être actrice dans la scène politique? Non, pas du tout. Non. Ça vraiment, ça m'intéresse pas du tout. Commenter la politique, oui. Avec une plume parfois un peu acerbe. D'accord. Mais voilà. Mais pas la faire. Voilà, juste ça. Oui, observatrice juste. Observatrice, analyste. Analyste. Voilà. D'accord. Voilà. Alors, vous êtes écrivaine, auteur du livre Afrique debout. Pourquoi Afrique debout? Afrique debout, parce que je pense que les Africains doivent être des hommes debout. La position debout, c'est la position de combat. C'est la position de combat. On peut pas combattre à genoux ni à... combat pour le développement, combat pour leur continent,
combat pour prendre conscience des enjeux géostratégiques, économiques, politiques dans ce continent qui fait face aujourd'hui à beaucoup d'enjeux que parfois les gens ne maîtrisent pas. Et donc la guerre est revenue sur le continent africain à cause des enjeux, à cause d'une certaine politique du chaos qu'on voit s'installer. Et donc, je dis oui, il faut être une jeunesse debout, consciente, éveillée, et c'est notre mission, chacun a une mission. Soit il participe à l'éveil de la jeunesse africaine, soit il l'a trahi. Donc, moi, je suis dans le combat de l'éveil de la jeunesse africaine. De la jeunesse africaine. Quelles sont les causes qui vous ont amené à écrire cet ouvrage? Bon, vous savez, quand on écrit quelque chose, c'est qu'on a toujours... Il y a quelque chose. Au fond de vous, il y a, et je pense que cette affaire Hissène Habré, et donc nous avons tellement souffert, et en voyant aussi l'état de connaissance des choses. Et vous savez, dans l'élite africaine, il y a parfois, il y a ceux qui connaissent bien les choses, mais qui vont les dire seulement dans les salons, dans vos salons, et qui vont se taire et qui ne vont pas participer à dire aussi ce qui ne va pas. Et dans l'ensemble de ces chroniques, sur plein de sujets d'actualité, je dis ce qui ne va pas du côté de nos élites africaines, mais je dis aussi ce qui ne va pas aussi par rapport à ceux qui nous dominent, par rapport aux puissances occidentales qui sont sur le continent. Oui. Voilà. Et quel est votre regard sur l'Union africaine, le fonctionnement surtout de l'Union africaine? L'Union africaine, cette instance continentale sur laquelle... Écoutez, l'Union africaine, elle a beaucoup déçu les gens. Elle a beaucoup déçu les gens parce que, d'abord, vous savez que l'Union africaine était sous la coupe avant de Gaddafi, qui assurait 70% de son budget de fonctionnement. Donc les Africains, jusqu'à présent, ne veulent pas prendre en charge l'Union africaine et assurer une certaine, si on peut dire, souveraineté à leur action. Ils sont toujours sous des, comment dirais-je, pris par les autres puissances. Donc Gaddafi assurait 70% du budget de l'Union africaine. Il faisait ce qu'il voulait. C'est comme ça qu'il a pu d'ailleurs agir contre nous dans le cadre de cette histoire de mandat de l'Union africaine et patati patata, qui n'était pas du tout un mandat légal, mais c'est passé à cause de la politique de Gaddafi. Gaddafi parti, c'est l'Union européenne qui aujourd'hui a pris les rênes de l'Union africaine, assurant ce même budget de fonctionnement de 70%. Et donc toujours les Africains sont toujours à la main, sous la coupe, voilà, et on les utilise à droite, à gauche, dans des causes qui ne sont pas vraiment celles qui défendent les intérêts de leur pays. Oui, alors dans ce cadre, qu'est-ce qui attend la jeunesse africaine? Quel avenir se profile à l'horizon pour cette jeunesse africaine? Voilà, la jeunesse africaine aujourd'hui, par rapport à ce continent où on voit regarder ce continent, les guerres sont partout et sont revenues à cause justement de l'avancée de la Chine, et qui maintenant la Chine qui arrive et qui veut sortir, si tu veux, toutes les matières premières africaines. Et donc avant, les autres puissances coloniales les gardaient en réserve. C'était des réserves, donc on nous faisait croire toujours qu'on était pauvres et tout ça. Maintenant la Chine est arrivée, et la Chine est arrivée pour sortir ça, et d'où les enjeux incroyables, le retour de la guerre, la réinstallation des bases militaires dans tous les presque pays africains, même là où il n'y en a pas, et ces bases militaires qui sont là et qui sont là pour justement veiller au grain et empêcher que des territoires entiers soient exploités. Oui, voilà. Là c'est un peu compliqué pour les Africains. Donc les Africains, eh bien, il y a aussi le terrorisme qui est présent surtout dans la sous-région. Tout à fait, les djihadistes, mais cette question aussi du terrorisme, elle nous interpelle aussi, parce que il y a beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup d'interrogations. Venant d'un pays en guerre, qui a connu 30 ans de guerre, et je peux dire que nous connaissons un peu la guerre. C'est quoi la guerre? On sait un peu c'est quoi. Et donc on ne peut pas comprendre parfois qu'on a 20 000 hommes sur le territoire là-bas, vers le Mali, le Nigeria, le Burkina et d'autres, sur ces axes-là. Vous avez 20 000 hommes, et on nous dit qu'il y a 1000 djihadistes, et 20 000 hommes ne peuvent pas vaincre 1000 djihadistes. Depuis l'intervention au Mali date de 2011, et ça fait donc 8 ans. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. 1000 djihadistes
combattre 20 000 hommes. 20 000 hommes, ça ne peut pas aller. Il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, les chiffres sont disproportionnés. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que les Africains le comprennent et qu'ils aient le courage aussi, parce que les ressources de leur pays, là, elles ne sont pas inépuisables. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui se jouent beaucoup de choses. Les ressources ne sont pas inépuisables. Et si ça se termine, eh ben, tant pis pour nous. Alors, on va parler de cette affaire, l'affaire Habré, le président tchadien, qui a été arrêté depuis 2015, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé récemment au Cap Manuel? Il a des problèmes de santé? Alors, ce qui s'est passé dans la nuit du 16 novembre, j'ai eu à l'expliquer. Le président qui est là-bas donc depuis 6 ans, hein, sous cette peine à perpétuité. Et donc, dans la nuit du 16 novembre, il était déjà un peu malade, il souffrait de vertiges violents, et qui arrivaient à n'importe quel moment, donc c'était un peu compliqué même de savoir c'était quoi. Et bref, donc il glisse et il chute dans cette salle de bain, et il tape, il demande de l'aide aux gardes. Telle que la configuration de Cap Manuel est faite, les gardes ne l'entendent pas, ils sont trop loin. Et donc, il tape, ils ne répondent pas. Au bout d'une heure de temps, donc, il avait un téléphone. Ce téléphone lui avait été donné lors de la crise cardiaque, quand il a eu la crise cardiaque pendant le procès. Et donc, de ce fait-là, il m'appelle et il me dit que voilà ce qui m'est arrivé. Moi-même, j'essaye de chez moi, des Almadies, d'appeler les gardes. J'appelle les gardes, ils ne m'entendent pas, ils ne répondent pas. Et je pars au Cap Manuel. Donc, je pars au Cap Manuel, on arrive, on le prend. Et on l'amène, donc on l'amène d'abord à la clinique du Cap, mais ils n'avaient pas de radiologue. On passe à la clinique de la Madeleine. Et à la clinique de la Madeleine, donc, on le fait, comment dirais-je, ausculter. Et le radiologue fait la radio, hein, parce qu'il voit le traumatisme. Et il dit, bon, c'est une, comment dirais-je, une fracture. Une fracture ici. À quel niveau? Ici, à ce niveau-là, un peu haut là. Ce que le médecin a dit, c'est l'humérus, le col de l'humérus en haut ici. Donc il se fracture, et donc au niveau de la clinique de la Madeleine, le médecin de garde et les radiologues et autres infirmiers regardent et disent que c'est une fracture. Donc si c'est une fracture, maintenant il faut qu'on appelle un spécialiste, c'est un orthopédiste. Il arrive, c'est la Madeleine qui l'appelle, il vient et il regarde, il dit ok, c'est bel et bien une fracture. Donc maintenant, on va vous mettre en chambre, et comme il faisait 5 heures du matin, vers 8 h, 9 h, je vais vous opérer. Ok, donc on commence, et maintenant les éléments de la garde pénitentiaire qui sont avec nous, qui nous accompagnent, informent par téléphone leur chef pour dire voilà, on est arrivé, c'est une fracture, et le président va être hospitalisé. D'accord? Et à partir de là, donc quand ils disent ça à leur chef leur demande de parler au médecin. Aux spécialistes orthopédistes. Donc, le garde vient, il appelle le médecin, il lui donne le téléphone, il parle avec le chef. Donc, il parle avec le chef, et après, il revient et il dit, voilà, maintenant, je change d'avis. On ne va pas hospitaliser le président, il faut que vous partez, vous rentrez à la prison, je vais juste attacher des bandages. Et tout le monde s'étonne, on dit, mais pourquoi? Comment ça se fait? Il dit, non, non, c'est ça seulement. Il faut repartir. Il reste avec les bandages. Voilà, tout le monde a dit médecin spécialiste. Oui, oui, spécialiste orthopédiste, c'est lui-même qui dit ça. Après un coup de fil, il change d'avis. Voilà, tout à fait. Il change d'avis à la consternation de tout le monde dans la clinique. Il refuse catégoriquement, il dit que voilà, il faut partir à la prison. Donc nous, on lui dit, bon, moi je lui dis, docteur, et il dit, il faut revenir lundi. Donc je dis, regardez, cette nuit-là, tellement on a été secoués, on a transporté le président même sans savoir comment transporter un homme blessé, puis ce n'était pas une ambulance, nous ne sommes pas des professionnels. On l'a mis comme ça avec les gardes dans la voiture. Donc vraiment on l'a secoué. Est-ce qu'il ne peut pas se reposer en observation 48 heures comme on est déjà samedi, 6 heures presque du matin, vous venez le voir lundi pour voir un peu ce que vous allez dire en définitive. Il a dit jamais, il ne reste pas ici. Il faut qu'il parte. À la prison. Donc, il faut qu'il parte à la prison, et il s'en va lui, il s'en va. Donc nous, je pars à l'accueil hein, pour payer sa consultation, pour payer la radio, pour payer le bandage là. Et donc tout le monde est étonné. Et moi je dis vraiment, j'ai jamais vu une chose pareille. Et tout le monde dit oui, parce qu'il n'a pas arrêté ici de parler au téléphone de buzz. Que Hissène Habré est déjà malade, on dit qu'il est malade. Si encore on l'hospitalise, ça va faire le buzz.
Donc il l'a ramené à la prison pour éviter le buzz. Le buzz. Vous vous rendez compte? C'est ça qu'on vit. Et donc après on rentre, ça même jusqu'à présent même, il n'y a pas trop de, moi j'en fais pas un grave problème. Donc on rentre à la prison et je laisse le président se reposer, on lui donne un cachet, un Doliprane et je lui dis bon, je vais repartir voir nos médecins. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la santé du président, depuis 6 ans, depuis qu'on est arrivé, on l'a mis au cap, c'est eux-mêmes qui nous ont dit, c'est à vous de tout gérer. C'est à vous, madame, de vous occuper de la santé du président. Donc, quand il est malade, je vais chercher les bulletins de rendez-vous. Je reviens, je leur donne. Ils vont l'amener aux soins. Ils reviennent. Moi, j'achète l'ordonnance et on fait le suivi. Et ainsi de suite. Depuis 6 ans. Depuis 6 ans. C'est eux-mêmes qui ont dit que nous n'avons aucun budget ici à assurer pour le président. C'est à vous de tout gérer. Donc, même la santé, depuis 6 ans, même je pourrais dire même quelque chose d'encore plus important, c'est-à-dire, vous savez, pendant le procès là, il a eu une crise cardiaque, c'est-à-dire c'était pendant le procès même. Mais personne ne l'a soigné. Qui l'a soigné? Les chambres africaines? Jamais de la vie. C'est nous qui avons soigné tout. Il souffrait de cette maladie? Non, il l'a eu à cause des brutalités, à cause des choses invraisemblables qui se sont passées, ce torrent d'insultes, de ceci, cela, cette brutalité, cette maltraitance qu'il a subie pendant le procès, c'est ça qui a créé la crise cardiaque. Donc la crise cardiaque qui a eu lieu pendant le procès même, personne ne s'en est occupé. C'est nous-mêmes qui avons tout géré. Hein? C'est non-assistance à mais c'est clair. Donc c'est clair, vous voyez. Et encore ça même, malgré ça même, pendant toujours le procès. Vous savez quand ils ont fait comment on appelle ça, la comparution forcée. Sa comparution forcée quand ils ont pris avec le ces images-là incroyables, des images où tu as vu qui ont parcouru le monde, qui ont montré des Africains se maltraiter entre eux. C'est ça que j'ai dit, que des images qui sont un ancien président vraiment brutalisé comme ça par ses frères africains et les autres qui sont aux commandes sont cachés. Donc c'était des images horribles qui n'étaient pas dignes de notre continent, qui ne sont pas dignes du Sénégal et qui ont choqué énormément de gens. Donc vous voyez cette comparution forcée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils l'ont amené, le procureur Bakefal et le président de la Chambre, Gustave Camberdoa, ont dit aux gardes de bloquer les mains du président comme ça, vous voyez, sur les bras du fauteuil, comme ça, le gars l'a bloqué en s'appuyant sur ses mains-là. Oui, et ils ont fait ça. Et donc, quand tout le monde l'a vu, ceux qui étaient dans la salle en direct. Après, ils ont enlevé ces images pour que les Sénégalais ne les voient pas. Mais ça est là. Donc, ils ont bloqué ces mains-là comme ça, vous voyez. Donc, on l'a forcé à être assis. Merci, à être assis comme il était assis. Mais le gars est venu par-dessus pour poser ses mains et appuyer. Appuyer pendant 2 heures de temps. Et donc, vous voyez, pendant plus de 3 heures, de 8 heures jusqu'à 13 heures à la pause. Parce que, et donc, à son âge. Voilà. Et le monsieur même, le garde. Vous voyez, le garde lui-même était fatigué à être debout. Donc, humainement et logiquement, il a pris appui lui aussi sur les mains. Vous comprenez? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après, le président a eu ici une paralysie partielle de la main. Mais oui, il a eu une paralysie, on l'a dénoncé, on l'a dit, ils le savent, tout le monde le sait. Si vous regardez, vous tapez sur le net, vous allez voir. Donc, il a eu une paralysie partielle de la main ici. Qui l'a soigné? Eux, jamais de la vie, c'est pas leur problème. Donc, non. Donc, c'est nous-mêmes qui l'avons soigné. Je l'ai amené d'ailleurs, on l'a amené chez le professeur Seydina, qui l'a vu, il a dit, il n'y a pas de fêlure ni de cassure, mais attention, il y a un problème. Parce que les doigts ne bougeaient plus. Donc, on l'a amené après chez le professeur Mansour Ndiaye. Neurologue bien connu à Dakar. Et c'est lui qui a fait tout un tas d'examens, des électromyogrammes et tout, et qui ont prouvé que, effectivement, le canal carpien là, avec la pression là, c'est bouché. Et donc, il a dit, mais ça là, qui l'a soigné? Personne. Donc, je reviens à cette journée, c'est toujours nous qui avons assuré tout, alors que c'est de leur responsabilité. Donc, je reviens... Ils l'ont mis en prison. Mais bien sûr. Et donc, je reviens à cette journée, cette nuit-là. Donc, qu'est-ce qui fait quand le médecin nous renvoie? Je viens. Donc, comme je t'ai dit, c'est moi qui assure tout les santé. Donc, logiquement, je prends tous les radios et je vais voir le professeur Seydina. Et je lui montre. Et il me dit, il faut qu'on l'opère. Il faut qu'on l'opère et qu'on mette des broches, des fers. Parce que pourquoi? La cassure est très haute. Elle est ici, au col. Et donc, il faut mettre des broches.
J'ai dit, voilà, l'autre monsieur a dit les bandages. Il a dit, non, quel bandage? Si on fait des... D'abord, il n'y a plus de bandages maintenant, on ne soigne plus les cassures. Même au village, les gens mettent des plâtres. Oui. Ou bien, Ah oui. on met des plâtres. Oui. On ne met plus de bandages. Non. Mais aujourd'hui, il n'y a que les bandages. Vous Jusqu'à rendez- présent. Mais oui, des bandages. Et De donc, mi-novembre à début décembre. voilà, ça fait 20 jours, du 16 novembre jusqu'à aujourd'hui, il n'a que les bandages. Et cette main-là. Et donc, la fracture, tout le monde sait ce que c'est. Actuellement, sa main ici, la paume, est gonflée comme ça, intérieur, extérieur, les doigts. Donc il a la main enflée. Absolument, la main est complètement enflée. Tout le monde le voit. Même elle, la directrice du CAP, elle vient, elle regarde. Et donc, en fait, si vous voulez, le drame de cette affaire dans laquelle on est, c'est que eux, ils disent que eux, ils ont choisi le traitement par bandage là seulement. Si vous ne voulez pas le traitement par bandage, on ne vous amène pas vous faire opérer. Et son médecin traitant dans tout cela? Mais le médecin traitant a fait un rapport. Il a fait un rapport, on leur a remis ça. Il leur a fait un rapport. Il leur a dit, voilà ce que Hissène Habré a. Hein, il a une fracture du col, de l'humérus gauche, hein, et il faut l'opérer. Et il a même écrit tout ce qu'il a à faire dans l'opération. On leur a remis ça, mais eux, ils disent, ils s'en foutent. Donc, ils disent que nous, on a choisi pour vous le traitement par bandage. Si vous êtes d'accord, c'est ça qu'on fait. Si vous n'êtes pas d'accord, on ne fait rien. Il a choisi la directrice. Mais là, oui, c'est elle qui parle. Donc, je dis simplement que si Hissène Habré, si on est en prison, je crois que ce qu'on perd, c'est sa liberté. Oui. Mais on ne perd pas le droit à la santé. Et le droit à la santé, c'est quoi? C'est l'accès aux soins. C'est l'accès à des soins conformes à votre situation. C'est l'accès, c'est le revendiquant le droit d'être bien soigné. Oui. Hein? C'est ça qu'on ne veut pas reconnaître. Donc on veut dire qu'on va vous faire des soins au rabais, des soins qui vont vous créer peut-être demain un handicap, mais ce n'est pas notre problème. Hein? Parce qu'on l'a vu, la crise cardiaque, ils ne l'ont pas soignée. La main paralysée, ils ne l'ont pas soignée. Donc maintenant, nous, quand on veut le soigner, ils bloquent. Et les chambres africaines extraordinaires? Mais les chambres Vous les africaines... avez contactées? Non, mais elles ont disparu. Non, ils ont disparu. Les chambres africaines, des jours où ils ont, en 2017, ils ont donné leur verdict. Elles ont disparu. Elles n'existent plus. Tout le monde a été dispatché dans de nouvelles fonctions. Hein? Les chambres africaines n'existent plus du tout. Donc vous n'avez plus d'interlocuteur dans cette affaire? Voilà, très bien. C'est ça qui revient à nous dire. Que dit le statut des chambres africaines, notamment en ce qui concerne les conditions de détention du président? Absolument rien. Il n'y a pas une ligne dessus. Il y a un vide juridique. Il n'y a rien. On se demande comment on ne s'en est pas préoccupé. Hein? Voilà. En plus de ça, même l'administration aujourd'hui, l'administration pénitentiaire elle-même, mais elle n'a aucun texte légal qui lui permet aujourd'hui de faire ce blocus-là. Non, c'est parce que de fait, on a mis la présence du président collée à eux, et la preuve, c'est n'ayant pas de cadre légal qu'il n'y a pas de budget. Vous savez, quand vous avez un cadre légal bien défini, vous avez un budget qui accompagne ce cadre et qui va prévoir. Et quand nous, on est arrivé dans cette prison, on m'a dit, madame, nous on garde que les murs, c'est leur expression, les murs. Maintenant, tout ce qui est... Les personnes? Les murs, et voilà, c'est-à-dire quand ils disent les murs, ça veut dire on garde la prison, on le garde lui en tant que tel, on transporte. Maintenant, le reste, c'est à vous. Vous l'assurez. Donc on l'a assuré. On l'a assuré. Parce que pourquoi? Mais on ne va pas... Quand vous avez vu comment les gens ont traité le président, comment ils l'ont malmené, comment ils ont... c'était pas des juges, c'était pas une justice, c'était la volonté de détruire quelqu'un. On l'a vu. Le bandage présentement. Hein? Le bandage, il y a un suivi pour ce bandage. Oui, le bandage, il est là. Il est attaché comme ça. Vous voyez, c'est des espèces même avec une plaie chaque 2 ou 3 jours. Voilà. Donc là, on ne peut pas c'est-à-dire que si on le réajuste simplement, on le réajuste. C'est pas... il n'a ni à refaire intégralement ni rien. Voilà. Et donc... Et qui le fait? Hein? Lui-même, il le fait parfois. Nous-mêmes, parfois, il y a un infirmier qui vient. L'infirmier vient et le resserre. Voilà. L'infirmier vient et le resserre. Maintenant, pour la main, vraiment, la main même, ça fait 5 jours, la main est enflée. Moi-même, j'ai eu
tu sais, de manière traditionnelle. Oui. Parfois, on dit, quand il y a des œdèmes, hein, on prend de l'eau avec un peu de sel, de l'eau chaude un peu, et puis on fait des pansements. C'est ça que quand je pars, je fais ça. Oui. Et on est là. Et donc, ils ont tout bloqué. On a accès à aucune personne. Oui. On a eu beau parler. Hein, regarde, on a parlé. Ce que je voulais dire simplement, on n'a aucune écoute. D'accord? Vous savez, l'administration pénitentiaire, je travaille avec elle depuis 6 années. 6 années, on travaille. Vraiment dans le respect mutuel. Franchement, les gardes, tout ça, il n'y a aucun problème. Aucune animosité. Les gens font leur travail en toute rigueur et professionnalisme. Franchement. Donc, mais le problème, c'est que vous voyez cette administration pénitentiaire qui est dans le cadre de ses fonctions normales, va être confrontée à des ingérences extérieures. Venant de qui? Alors, les ingérences extérieures, il y en a eu beaucoup. Parce que vous savez que l'administration pénitentiaire va intervenir dans l'affaire Habré à 3 niveaux. Premièrement, quand les chambres africaines sont installées sur la VDN, elle va leur amener, ils vont amener le président pour des audiences préliminaires. Ça, c'est un. Deuxièmement, après, quand cette phase est finie, ils vont amener le président au procès, tous les jours, aller-retour, d'accord? Troisièmement, quand tout est fini, maintenant, eux, ils le gardent. N'est-ce pas? Vous voyez, ça fait 3 niveaux. Maintenant, à ces 3 niveaux, des gens qui font leur travail tout à fait normalement, les ingérences qui vont arriver, c'est quoi? On l'a vu, premièrement, quand le président est allé déjà... Dès qu'on a arrêté, les premiers moments de son arrestation, vous allez voir, à peine 6 jours, dans la cellule vont rentrer 2 femmes françaises. 2 Françaises. 6 jours après son arrestation. 6 jours après son arrestation, 2 femmes françaises vont rentrer avec le directeur. Ils vont faire irruption dans la cellule du président. Pourquoi faire? Et donc, Dieu seul le sait, toujours est-il que quand le président... Elles l'ont trouvé, il était en train de prier. Quand ils ont ouvert la cellule, ils sont rentrés avec le directeur. 2 femmes françaises. Et quand le président, après, demande au directeur, qui sont ces femmes-là? Qu'est-ce qu'elles font chez moi, comme ça, en intrusant dans la cellule? Et elles répondent, ce sont des stagiaires. Des stagiaires de l'administration pénitentiaire? Bon, ce n'est pas des stagiaires. Pour moi, ce sont des agents de la DGSE française locale qui étaient venus, en fait, vérifier de leurs propres yeux pour en référer à leur chef pour dire, effectivement, c'est vrai, le Sénégal a pris Hissène Habré, il est bien en prison. Il fallait que ce soit de leurs propres agents qui leur confirment ça. Et c'était très important. Après, on va avoir encore l'affaire du turban. Vous savez que quand Baké Fall, ils auditionnent le président au niveau des comment on appelle ça, des chambres, on a une femme de l'ambassade de France qui vient et qui assiste à l'audition par caméra du bureau de Baké Fall. Donc, on filmait ces auditions. Absolument. Et elle était dans la salle à côté, elle regardait. Et comme vous savez, la position du président, c'était de « je ne parle pas j'ai le droit de garder le silence, donc je garde le silence », ça les énerve. Et ça les énerve. Au bout d'un moment, la femme, derrière la dame de l'ambassade de France, elle dit « mais ce turban-là, c'est de l'arrogance. Il faut qu'on le lui enlève. » Et donc, du coup, qu'il met ça, c'est une forme d'arrogance. Et donc, pour elle, et donc, du coup, Baké Fall dit OK, et il dit aux éléments de la garde qui sont à côté du président, il leur dit arrachez ce turban. Mais à quel titre cette femme s'immisce dans cette audition? Ben voilà, c'est très intéressant parce que là, ça va expliquer le rôle, si on peut dire, de la France dans ce procès. Comment elle y est, comment elle est présente. C'est ça, c'est qui parle des ingérences extérieures. Vous avez vu à 2 temps. 1, les dames qui viennent vérifier si Hissène Habré est bien dans cette prison. 2, celle-là qui assiste aux auditions et qui rentre dans le jeu, qui donne des ordres même. Et qu'est-ce c'est-à-dire, ce que je voulais bien expliquer, c'est que il ne faut pas que les gens pensent que c'est des fantasmes. Parfois, vous entendez les médias français disent ouais, les Africains, ben, ils voient la France partout. Ils voient la France partout à la base de tous leurs problèmes. Là, ce sont des faits. Ce sont des faits. Et je voudrais vraiment l'expliquer encore mieux dans le cadre de cette affaire. Je veux dire que surtout dans la prise en main de ce procès, c'est très très important. Parce que ça a été, c'est pas toujours évident pour les gens de comprendre ces jeux-là. Vous voyez cette présence de cette dame qui suit cachée, qui le sait. Donc,
la France s'est signalée très tôt dans cette affaire, Hissène Habré. Déjà, elle a eu ce problème avec le président dans l'administration de l'État tchadien, c'est-à-dire elle a été confrontée à deux problèmes. Un, la partition du Tchad qu'elle avait conclue avec Gaddafi en échange de contrats commerciaux. Et deuxièmement, la question du pétrole, puisque le président avait disqualifié Elf du pétrole tchadien au profit des sociétés américaines. Voilà, au profit des sociétés américaines. Il a disqualifié Elf parce que son offre n'était pas bonne. Et comment a-t-il osé faire ça? Et comment a-t-il osé contrer sa politique de partition du Tchad? C'était le grand différent. Donc à ce moment-là, elle s'est entendue, la Libye, la France et le Soudan, et la trahison bien sûr des Tchadiens. Donc c'est une histoire ou bien une affaire de pétrole qui est derrière le procès Hissène Habré. Oui, c'est-à-dire que en fait c'est ça qui a expliqué le coup d'État qu'on lui a fait pour quitter le pouvoir. N'ayant pas pu le tuer et l'assassiner comme ils le font pour tous les leaders africains qui leur tiennent tête et qui font preuve d'indépendance. Donc elle l'a suivi aussi au Sénégal. Donc au Sénégal, quand elle est là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a eu une stratégie en deux temps. Premier temps, elle a massivement mis ses médias, tous les médias français, francophones, tout ça contre le président. Presque 29 ans d'insultes, de sans arrêt sur lui. C'était la première phase. La deuxième phase, c'est la phase de la diabolisation. Voilà, merci. C'était la phase de la diabolisation. Et le but était quoi? C'était le but important, c'est casser une image, dénaturer le sens de son combat. Voilà. Et aussi très important, l'enrôlement massif des ONG. L'enrôlement massif des ONG et de tous les gens qui gravitent autour de leur système. Elle les a mobilisés pour, comme je dis, casser une image, fragiliser la situation du président et préparer, baliser le terrain pour ce qui va venir après. Et vous savez que l'acte... Et c'était quoi son combat, le président Hissène Habré, en étant aux commandes? Mais le président, il a eu à faire face à l'expansionnisme libyen. C'est ça le problème. Le problème, c'est que le président, lui, il est au Tchad. À la Libye. Voilà, il est dans son pays. Il n'est ni à Marseille, ni à Toulouse. Il est au Tchad. Il est à la tête de son pays et il gère son propre pays. Mais la France, ça, il faut le gérer selon ses intérêts à elle, pas selon les intérêts du pays. C'est très important. Et donc, il y avait cette histoire de Gaddafi, la mainmise de Gaddafi, tout, et le Gaddafi a occupé la moitié du Tchad. La moitié du Tchad, 500 000 km². D'accord? Il l'a occupé et le président, il a fait que 8 années au pouvoir. Pendant ces 8 années, 6 années ont été consacrées à faire la guerre avec la Libye pour la faire repartir, quitter le territoire. Les 2 années, c'était les projets du pétrole. Ouais, voilà, la bombe est arrivée, le pétrole. Ce qui les rend complètement fous. Voilà. Et le pétrole, dans le pétrole, le président a disqualifié Elf. Une entreprise française. Voilà, Elf. C'est comme Total. Elf a disparu, aujourd'hui c'est Total. Donc le président a disqualifié Total. Total. Et il avait porté son choix sur les entreprises américaines qui étaient mieux disantes. Et qui était, leur offre était par rapport à l'intérêt du Tchad. Donc à partir de là, on lui en veut. On a une volonté de revanche. On n'aime pas cet esprit qui s'est extrait des pratiques de la France-Afrique. Donc il faut le faire payer parce que les précédents sont très fâcheux. Si on dit il y a un précédent, les autres vont suivre le précédent. Donc il faut écraser ce précédent, il faut l'écraser, le broyer, comme ça tout le monde va avoir peur. Et la jeunesse africaine va trembler et va les suivre et va liquider toutes ces ressources, voilà, à leur profit. Donc ils arrivent et qu'est-ce qu'ils font? Quand l'acte majeur est accompli, c'est pour ça qu'ils vont le vérifier eux-mêmes. C'est-à-dire on a arrêté le président. Là pour eux, c'est bon, on y est. Maintenant on va enlever nos masques. Tous nos masques, on va les jeter. Mais pour ça maintenant, deuxième gros problème, l'argent. Qui va financer? Est-ce que vous croyez que les contribuables français vont financer 1 franc ici, dans le procès Habré? Jamais de la vie. Donc, qui va financer? Donc, c'est Idriss Déby, qui a les revenus pétroliers, qu'il gaspille comme il veut, et il peut les amener ici dans l'affaire Habré ce que vous voulez. Mais Idriss Déby, donc, qu'est-ce qu'ils vont faire les Français? Ils vont se retourner vers Idriss Déby. Et ils vont lui dire, voilà, maintenant, tu as vu, Hissène Habré est arrêté. On l'a vérifié. C'est bon. Maintenant, il faut y aller. Il faut décaisser rapidement. Alors, Idriss Déby va dire, moi, je n'ai pas confiance au Sénégal. Je ne fais pas confiance au Sénégal. Idriss Déby. Idriss Déby. Il dit, je ne fais pas confiance. Ils vont nous dribbler. Ils vont nous dribbler, ils vont dire, voilà, faute de procédure ou bien preuve, non, il n'y a pas de preuve, Hissène Habré a quitté. C'est ça ce qu'ils vont nous faire, les Sénégalais. C'est ce que Idriss Déby dit aux Français. Et les Français lui disent, non, ne t'inquiète même pas.
Nous, on est là et on va être aux commandes de ce procès jusqu'à le mener à terme et jusqu'à lui donner la peine que nous avons prévue. Et Idriss Déby dit aux Français, si c'est ça, je suis d'accord, je décaisse. Et alors, Idriss Déby va décaisser. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont... Combien d'argent Ils vont... Nous, on sait à peu près qu'ils ont donné presque 18 milliards. Dans le procès Habré. Non, pas forcément dans les à côté. Par exemple, vous voyez, par exemple, pour préparer le terrain, toujours convaincre les gens à avancer, on sait qu'Idriss Déby a donné 2 milliards même pour le FESMAN. Ah oui, le FESMAN organisé au Sénégal. Oui, c'est pour te dire, c'est pour baliser les terrains. Ah, tu vois, non? Donc, les Français, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont automatiquement dire, très bien, maintenant, l'argent est là, Hissène Habré est en prison, à nous de jouer. Et ils disent à Idriss Déby, toute cette façade que tu vois des chambres africaines, tous ces magistrats qui sont là, ça c'est une simple façade. C'est la façade africaine. Mais nous, on est derrière. Nous allons prendre les choses en main. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont positionner 13 juristes français. 13 juristes français vont être positionnés pour travailler auprès des chambres africaines. Ils vont faire tout le travail. Ah oui? Ah oui? On a même donné officiellement leur nom. Actuellement, la liste, elle est là. Donc, ils vont positionner ces juristes. Ils vont positionner encore, si vous voyez sur YouTube, vous allez voir 2 femmes, l'assistante à côté de Bakefal, Madame Élise Legal, et l'autre, Solange, je ne sais plus qui, elle est à côté du président juge Gustave Berdoa. Et qu'est-ce qu'elles vont faire, ces dames-là? Et sans compter 2 autres. C'est elles qui font le travail quotidien, tous les jours. Elles préparent les audiences, elles leur envoient simplement. Elles voient, elles sélectionnent, elles travaillent avec leur staff. Qui on va faire passer aujourd'hui, qui on va faire ceci, cela. Donc c'est la France qui a piloté le procès? Absolument, de A à Z, de tel point que ils ont fait ça pour pouvoir être sûrs et certains qu'à tout moment, dans toute la chaîne de ce procès-là, ils savent qu'est-ce qui a été écrit, qu'est-ce qui a été changé, parce que c'est eux qui le font. Vous voyez, c'est ça ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps-là. Et la dame qui était à côté de Bakefal, Madame Élise Legal, qui était à côté de Bakefal, il s'est baladé avec elle dans toutes les universités au Sénégal. Il est parti à Saint-Louis, il est parti pour dire et faire la propagande des chambres africaines, pour dire que voilà, c'est quelque chose de magnifique qui arrive, exemple pour l'Afrique, etc. Cette dame-là, quand le procès est terminé, elle est partie en France et dans une émission à France Culture, et nous avons même l'audio, et qu'on a diffusé même sur nos sites. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, ce qu'elle a dit, elle a dit, moi, la blanche, je revendique être venue sur le continent pour juger Hissène Habré, l'Africain. On a l'audio. Oui. Vous vous rendez compte? Ça, ce sont des gens qui étaient, une femme qui était à droite de Bakefal et avec qui il a fait tout le tour des universités sénégalaises pour dire, regardez l'esprit qu'elle avait. Donc c'est ça, c'est ce que la France a fait dans ce procès-là. Elle l'a conduit de A à Z. Donc c'était le colon qui était revenu. Absolument. C'est clair et net, en tout cas. Mais maintenant, après, à l'issue de ce procès, moi je me demande d'où viennent ces victimes belges que la France est venue nous présenter, parce que si c'est la France qui a piloté ce procès... Non, c'est-à-dire qu'en fait, quand les gens qui sont venus... Oui, il n'y a pas de Belges. Une vingtaine de familles... Non, il n'y a pas de Belges. Il n'y a aucun Belge. C'est-à-dire que vous savez, la question de la Belgique, c'était par rapport à quand la Cour de cassation ici au Sénégal, quand la Cour de cassation a dit que on ne peut pas juger Hissène Habré ici au Sénégal, en l'état actuel de la législation, parce que la Convention de New York n'avait pas été intégrée dans le dispositif législatif. Donc, Abdoulaye Wade, quand il est parti à Bruxelles, dans une interview dans le journal La Croix, Abdoulaye Wade a dit, bon, si au Sénégal, la plus haute juridiction a dit que vous ne pouvez pas juger Hissène Habré, donc ça veut dire que le Sénégal est un état de droit, donc il respecte les décisions de sa justice. Maintenant, c'est à vous de voir si vous pouvez me faire déposer une demande d'extradition. Il n'y a pas de problème. On le reprend, on lui dit, vous allez accepter? Il dit, oui, déposez, on verra. Mais le problème, donc vous voyez, donc c'est pour ça que ils ont donné la nationalité belge à des Tchadiens. Il n'y a pas de Belges.
C'est des Tchadiens qui sont des immigrés qui sont là-bas, à qui on a donné la nationalité belge pour pouvoir agir. D'accord, pour les présenter comme des Belges pur souche, alors que ce sont des Tchadiens. Tout à fait. D'accord. Alors, maintenant, quelles sont les conditions de détention du président après le verdict? Comme je vous l'ai dit, les conditions de détention, c'est que, bon, comme ils ont dit, et on le répète, l'absence de cadre légal. Il n'y a aucun cadre légal qui gère les conditions. Il n'y en a pas, il n'y a pas de budget. D'accord? Maintenant, nous, on nous a dit, madame, voici la prison, regardez-la, vous devez tout assurer. On a dit d'accord. Donc, on a regardé le mobilier. C'était un mobilier assez sommaire. Le lit était un lit, le lit du président était un lit en fer avec une barre de fer au milieu et un tout petit matelas comme ça. Donc on a dit vraiment ça ne peut pas aller. Donc on nous a permis de changer le mobilier, de mettre quelque chose avec vos propres fonds. Absolument. Donc on a mis ça. Vous savez que la situation au Cap Manuel aussi, il n'y a pas d'eau. Parce que c'est une espèce de colline là. Il y a beaucoup de problèmes d'eau là-bas. Donc on a aussi fait acheter des pompes, installer. D'autant plus que même il y a des gardes, ils ont aussi besoin d'eau. Hein? C'est pas seulement le président. Si on règle ça, et je peux même vous dire, parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne dit pas, qu'on ne veut même pas dire sur les plateaux de télévision. Même parfois, je suis en France. La maintenance aussi, c'est nous qui l'assurons. C'est-à-dire que même si je suis en France, parfois on m'appelle. On m'appelle, on dit madame, la pompe est en panne, on n'a pas d'eau. Donc qu'est-ce que je fais? J'appelle la maison et on envoie le gars pour leur réparer ça, parce que dès qu'il n'y a pas de... ça ne marche pas. Donc après, on a eu à gérer aussi, vous savez, dans une prison, vous avez ça. Vous avez donc, une fois que l'équipement est fait, bon, la nourriture, les médicaments, tout ça, c'est nous. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on arrive au nettoyage aussi. Il faut bien les nettoyer, les locaux. Il faut bien les nettoyer, les locaux, donc quotidiennement. Donc eux, ils délèguent quelqu'un. Et nous, on amène les produits ménagers. On amène les produits ménagers pour nettoyer aussi cette prison. Mais dans ce cas, pourquoi l'emprisonner puisqu'on l'amène là-bas, mais c'est vous qui vous occupez de lui? C'est ça. Pourquoi ne pas le laisser chez lui? Ça, je ne sais pas. C'est la logique. Mais regardez, aujourd'hui, on n'a même pas le droit de le soigner. Toi, tu crois qu'ils vont accepter ça? Maintenant, par rapport aussi, je dis aussi, parce que j'écoute les médias français, ils disent que voilà... il y a une campagne médiatique qui est menée au Sénégal pour qu'on donne la grâce médicale à Hissène Habré et sa femme fait croire qu'il est malade. Vous vous rendez compte? Oui, donc il ne croit pas à sa maladie, vous vous rendez compte? à cette fracture constatée par des spécialistes. On a publié la radio. C'est parce qu'ils ont commencé cette intoxication-là, des gens, qu'on a publié la radio. Et aujourd'hui, le président, il est là. N'importe qui peut aller le voir et il va voir que il est bel et bien. Il est souffrant. Voilà. Et que maintenant, je dis par rapport à la crainte, parce que les gens, si on comprend bien la logique qu'on a eu à comprendre, on ne veut pas l'amener dans une structure pour le soigner, pour opérer, parce qu'on a dit, si on va l'amener, avant de t'opérer, on te fait un bilan, c'est normal. Et que donc, si on l'opère, ce bilan-là, nous allons le prendre pour les embêter avec une demande de grâce médicale. C'est ça qui a expliqué les barrières qu'on nous a mis aujourd'hui. Donc ils savent que le président est souffrant. Mais regarde ça là. S'ils ne veulent pas d'un bilan. Merci. C'est la logique. Parce que, vous savez, ceux qui nous, les gens qui sont hors de cercle, mais l'administration, l'État sénégalais fonctionne parfaitement. Quand j'ai dit que j'amène des fiches de rendez-vous, c'est-à-dire que j'ai même eu à déclarer que le président a déjà été hospitalisé 2 fois à la clinique du Cap. Il a été même opéré et ramené en toute tranquillité dans la prison. Est-ce que j'en ai parlé? Non. Est-ce que j'ai fait du tapage? Non. Mais je pouvais le faire. Est-ce que vous... Donc il a été opéré 2 fois durant son séjour carcéral. Une fois. Mais hospitalisé 2 fois. Et je peux vous dire, pour tellement aménager les choses en discrétion, parce qu'ils ne peuvent pas les gérer en discrétion. On est obligé de gérer les secteurs. Regardez par exemple, il a une grippe, il est malade et tout ça. On fait quoi? Par exemple, l'Institut Pasteur, même. Je vais là-bas et je demande même à ce qu'on amène, on fasse une prise de sang à domicile, si on veut dire, à la prison. Donc on paye un surplus, la personne vient jusqu'à l'intérieur, elle fait la prise de sang pour faire l'analyse et le remettre au médecin, pour que ça fasse plus vite. Vous comprenez? Donc, c'est tout ça notre investissement quotidien. Donc, moi,
Franchement, s'il y a un papier qu'il faut signer pour dire on ne demande pas de grâce, mais de grâce, laissez-nous le soigner. On va le signer, je vais le signer demain matin, même ce soir. Vous ne demandez pas de grâce? Non, on sait que ça là. Vraiment, je n'y crois pas. Ce que je ne crois pas là. Non, mais on sait. Regardez aujourd'hui. Si on ne veut pas nous le laisser se soigner parce qu'on a peur simplement d'une demande. Parce qu'ils savent très bien. Mais avez-vous interpellé l'État du Sénégal ou bien les autorités sénégalaises? Mais les autorités sénégalaises... À travers le ministre de la Justice. Bon, vous savez, moi, j'ai dit, je voulais, en fait, c'est que la façon dont nous avons géré les choses, on gère d'abord avec les premières autorités avec qui on a affaire. La directrice, l'administration pénitentiaire, d'accord? Quand eux, ils ont fermé et cloisonné. Aujourd'hui, ce qu'ils disent, ce que tout le monde dit, c'est quoi? On a reçu des instructions. Des instructions. Mais d'où viennent ces instructions? Je ne sais pas. Les gardes pénitentiaires. Pas forcément les gardes. Pas du tout, mais les gens, ils disent que aujourd'hui, vous savez, ce qu'ils sont en train de faire là n'a aucune base légale. Il n'a aucune base légale. Quand le blocage est pire que le blocage, c'est pas seulement le blocage, c'est imposer un type de soins au rabais, non conforme à ta santé. Dire qu'on te soigne seulement avec les bandages. C'est ça que tu veux. Si tu ne veux pas ça, eh bien, tu ne seras pas soigné. Tu restes. Donc, on lui impose. Voilà, l'usure. Oui, c'est l'usure. C'est ça qu'on a dit, l'usure dans le communiqué. On a dit c'est quelque chose de grave. Parce que, en fait, on te dit tu vas rester. Maintenant, tu as la main qui gonfle et on va voir. Est-ce que tu vas tenir? Et vous vous rendez compte? Et cette politique d'usure-là, vous voyez, on va la voir dans le procès. Vous savez, dans le procès, j'ai dit parle tout à l'heure de milliards et de milliards que les gens ont. 18 milliards. Vous pouvez regarder, Fatou, tu regardes sur YouTube, regardez toutes les vidéos qui sont disponibles. On a des gens, tous les magistrats des chambres africaines, ils ont leur bouteille d'eau devant eux, chacun. Les témoins qui viennent du Tchad, ils ont leur bouteille d'eau devant. Et vous voyez, le président, de 8h à 16h, on n'a même pas été foutu de lui donner une seule bouteille d'eau devant lui. Ils avaient un budget de plus de 8 milliards. Pour te dire que ce n'est pas un oubli, parce que regarde, eux, à midi, ils ont les traiteurs, ils ont même commandé des traiteurs pour leur livrer la bouffe. Ils ont même pensé aux gardes en leur donnant des sandwichs. Ils ont même pensé aux journalistes qui étaient avec le consortium, sous contrat, avec les chambres africaines. Les médias étrangers qui étaient venus? Non, les médias étrangers sont tous partis depuis la cérémonie d'ouverture quand il y a eu ces images-là. Ils ont dit, ah non, ça c'est la jungle africaine, on ne reste plus, on ne va pas dépenser notre argent pour payer des meublés, on s'en va. Ils sont partis tous. Avant, ils étaient arrivés, toute la mafia de la justice pénale internationale, ils sont tous arrivés. Et quand il y a eu ce clash à la cérémonie d'ouverture, ils ont dit, non, c'est fini, lui, il ne va plus parler. Il ne va pas parler, donc ce n'est pas un procès normal, donc nous on s'en va. On ne va pas payer des meublés, des journalistes, des perdièmes pendant combien de 1 an, 2 ans. Donc on s'en va. Donc regardez, donc ils pensent à donner des tickets de restaurant aux journalistes qui sont sous eux. On donne aux témoins qui viennent du Tchad des bouteilles d'eau. On donne, tous les magistrats, vous les regardez sur YouTube, ils ont leur bouteille d'eau. Et vous avez le président, il n'a même pas une bouteille d'eau. De 300 francs CFA, ils avaient un budget de 8 milliards. Ça montre le regard qu'ils ont sur lui. Ce n'est pas des juges, c'est des gens qui sont venus pour détruire une personne, pas pour la juger. C'est pour ça que cette politique d'usure-là, comme toi, tu ne parles pas, même si tu as le droit de parler, mais tu nous embêtes avec cette position de silence-là. Donc on va te faire du mal, on va te punir, on va t'user, et c'est cette politique d'usure... Tu ne parles pas, donc tu ne manges pas. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on ne vous reconnaît même pas le droit, même si la loi vous l'autorise, le droit de vous taire. Ça les énerve, et quand ça les énerve, vous savez, quand quelque chose vous énerve, vous vous excitez, vous insultez. Donc on a eu cette violence verbale incroyable. Tout le monde insulte. Bakefal insulte, tout son staff insulte, les magistrats insultent, les avocats insultent, même les témoins du Tchad là, on leur dit insultez-vous aussi, insultez-le. Donc eux aussi ils insultent. Mais la justice, c'est la recherche de la vérité. C'est enquêter, c'est faire amener des preuves et prouver. Mais ça n'a jamais été dans les chambres africaines. Il y avait quelque chose de malsain dans leur système, c'est-à-dire que vous avez, comment dirais-je, tout le monde était payé par ce budget.
Regardez, Fatou, quelque chose d'incroyable. Tous les magistrats sont payés. Les avocats des partis civils sont aussi payés par les chambres africaines. Les avocats des partis civils. Oui, les avocats des partis civils sont aussi payés par les chambres africaines. Et les avocats de la défense commis d'office par ce sont aussi payés par... Même un des avocats d'office a eu à le dire, nous ne sommes pas les avocats de Hissène Habré, hein, nous sommes les avocats des chambres africaines. Pour défendre Hissène Habré. Ça, c'est quoi ça? C'est de la justice, ça? C'est pas de la justice. Donc là, on a eu affaire à un simulacre de procès. Mais absolument. C'est même pas un procès. Vous savez, quand on a promis, c'est pour ça que j'ai dit que l'État du Sénégal avait promis un procès juste et équitable. Ils ne pouvaient pas le faire. Ils ne pouvaient pas le faire, ils n'ont pas pu le faire. Ils ont présenté un cadre qui leur a permis de broyer le président. Et ça continue aujourd'hui. Dans cette prison, on voit toujours ce qui irrigue cette affaire. C'est quelque chose de très méchant. Et aujourd'hui, on l'a vu. C'est pour ça que je dis que, par exemple, l'Assemblée nationale sénégalaise, l'Assemblée nationale sénégalaise, moi, je dis que elle ne peut pas se détourner de ce sort, terrible sort qu'on a réservé au président, jusqu'à aujourd'hui lui interdire des soins conformes, des soins normaux. Mais pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale du Sénégal a joué un rôle très important dans l'affaire Hissène Habré. Parce que d'abord, on a fait beaucoup de révisions, de réformes législatives pour arriver au procès. Des réformes législatives qui n'étaient pas du tout correctes, qui étaient en fait, on s'est assis, on a dit, qu'est-ce qu'on peut enlever, qu'est-ce que Hissène Habré peut trouver dans les lois pénales au Sénégal pour se défendre? Pointons-les et enlevons-les. C'est comme ça qu'ils ont fait. C'est comme ça qu'on a... Ce sont les magistrats du président Macky ou bien du président... Non, ce sont les comités là, de pilotage là, qui sont partout. Ils sont les mêmes qui sont là dans tout le régime. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent d'abord, nous, ce que nous faisons, il y a beaucoup d'atteintes à la Constitution sénégalaise. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on enlève d'abord la saisine individuelle du Conseil constitutionnel. On va l'enlever. Parce qu'ils se sont dit, les gens des Hissène Habré vont saisir le Conseil et il va détruire tout ce qu'on fait. Enlevons-le, ils l'ont enlevé. On a fait la réforme de la Cour d'assises. La Cour d'assises était avec un jury populaire. On l'a enlevé. On a mis des magistrats pour permettre ce qu'on a fait au président. L'Assemblée nationale sénégalaise a ratifié, l'accord de création des chambres africaines avec beaucoup d'imperfections. Et je pourrais dire même que lors des débats à l'Assemblée nationale par rapport à la légalité de cet accord, Feu Ousmane Tanor Dieng avait dit dans les débats, il a dit, M. Robert Dessous est venu signer avec Mme Touré l'accord de création des chambres africaines. Aminata Touré. Oui, mais M. Touré, il était président de la Cour constitutionnelle du Sénégal, il était président de la Cour constitutionnelle du Sénégal et nommé envoyé spécial auprès des chambres africaines. Ça veut dire quoi ça? Et M. Tanor Dieng a dit, il n'est pas donc un fonctionnaire de l'Union africaine et il ne peut pas, à ce titre, engager l'Union africaine en signant des accords internationaux. Et là, on avait une incompétence de l'autorité qui a signé et donc une illégalité de cet accord. Vous voyez? Donc je dis simplement que l'Assemblée nationale ne peut pas se détourner du sort du président Hissène Habré parce que elle a contribué, on lui a promis un procès juste et équitable et on l'a trompé parce que le procès n'a été ni juste ni équitable. Donc elle a facilité l'organisation du procès. Oui, bien sûr. Oui, donc ça veut dire que, je dis qu'il y a sur le plan éthique, même sur le plan de la responsabilité, en tant que représentant de la nation sénégalaise, surtout quand on sait que le président Hissène Habré n'a absolument rien fait au Sénégal. Vous voyez? Donc quand même, quand on voit, et puis en plus de ça, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes arrivés dans ce pays. Moi, je suis arrivée avec mes deux enfants il y en avait un qui avait 1 an et l'autre 2 ans, quand on est arrivé au Sénégal. C'est la pointe de Sangomar, l'avion présidentiel de Abdou Diouf, qui est allé nous chercher au Cameroun et qui nous a amenés. D'accord? Le président est un ancien... Donc le Sénégal vous a offert l'asile politique. Voilà. Et donc le président est un ancien chef d'État, il n'a jamais créé de problème au Sénégal à qui que ce soit. Et c'est la politique et les vicissitudes de la politique, si on peut dire, qui ont fait que, à un moment donné, on l'a utilisé comme une espèce de monnaie d'échange pour arriver. Maintenant, il est en prison, il est malade. Même si on ne croit pas qu'il est malade, c'est pas grave. Ce que je leur demande,
c'est quand même de nous permettre de le soigner. Mais pourquoi ne pas saisir le ministre de la Justice, Malick Sall? Non, de toute façon, oui, Sall. c'est le travail peut-être des avocats. Vous savez que nos avocats aussi, par des subterfuges comme ça, la directrice du CAP depuis l'accident du président jusqu'à lundi hier, elle a refusé de leur permettre de voir le président. Ah oui, maintenant, oui, jusqu'à lundi là. Il n'a plus le droit de consulter ses avocats. Non, elle les a bloqués à l'entrée en leur disant oui, vos papiers, je ne les trouve pas. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes constitué, vous êtes dans l'ancien régime et patati, alors qu'il n'y a même pas 2 semaines avant, ils étaient là. Donc du coup, c'est ça, vous voyez, quand on veut vous fatiguer, on vous fatigue. Et donc finalement, un d'eux a pu le voir. Et donc, ils ont demandé à voir le directeur de l'administration pénitentiaire. Ils ont demandé à le voir. Ça fait depuis lundi.